Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Science Tech et vous êtes sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Ça fait un moment que vous m'avez pas vu, mais je suis de retour, comme vous le voyez aujourd'hui, pour un beau plateau encore de cette émission. Comme vous le savez, Science Tech est une émission qui aborde tous les sujets scientifiques et technologiques. On s'intéresse à tout ce qui concerne l'informatique et tout ce qui tourne autour et tout ce qui gravite autour, on s'y intéresse. Aujourd'hui, j'ai choisi comme thématique le management des projets informatiques. C'est un domaine assez spécial. Je trouve qu'on devrait vraiment s'y intéresser et aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas pour voir un peu comment un projet informatique part de la conception à la réalisation. Comme vous le savez, à chaque émission, je reçois un invité spécial selon la thématique. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un expert dans le domaine de management des projets informatiques. Il s'agit de monsieur Limamou Liba Silla. Bonjour monsieur. Bonjour Féloria. J'espère que vous allez bien. Bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie m'avoir accueilli dans votre plateau de Science Tech c'est un plaisir. À la télé-école. Merci, c'est un plaisir. Merci. Alors, on ne va pas tarder, on va directement rentrer en plein dans le sujet et parce que j'ai trop envie de savoir c'est quoi, quel est le processus, comment ça marche. Et on va commencer par la première question. Qu'entendez-vous par management des projets informatiques et comment nous pourrions définir ce concept-là? Merci Féloria. Parler du management de projet, comment je l'entends, je peux dire c'est tout ce qu'on fait tous les jours. Ok. Dans le quotidien. Maintenant, comment le définir de façon didactique? Il s'agit de l'ensemble des activités qui nous permettent de planifier et coordonner l'ensemble des tâches qui permettent de réaliser un projet. D'accord. Donc ça, c'est la définition didactique, bien scientifique. Mais le management de projet, comme je l'ai dit tantôt, c'est tout ce que nous faisons dans la vie au quotidien. C'est le fait de gérer? Le fait de gérer. Tous les jours, on gère un projet. C'est vrai que chaque jour, on a des différentes tâches et il faut les gérer. Tout à fait. Depuis le sommeil même jusqu'à la fin de la journée. Tout à fait. Prenons l'exemple des commerçants qui n'ont pas fait peut-être les enseignements en français ou bien enseignements à l'école. Oui. Eux, ils ont un commerce à gérer. Ce sont des projets qu'ils réalisent de bout en bout, de la planification jusqu'à la réalisation. Ok. Ouais. D'accord, je vois. Donc, c'est ce concept naturel-là du fait qu'on le fasse tous les jours, qu'on a juste transcrit en informatique. Et l'organiser. Ok. À travers des processus, à travers des contraintes qu'on met en place, des dispositifs qui nous permettent de bien l'encadrer et bien le gérer avec un suivi régulier. Ok. Je me rends compte qu'en fait, on le fait tous les jours, mais on ne sait pas qu'on fait du management des projets déjà, sans mettre informatique à l'intérieur. Nous faisons tous du management. Du management de projet, en réalité. Ah, ça fait plaisir de le savoir. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Quelles sont les compétences clés nécessaires pour gérer efficacement un projet informatique du début à la fin? Quelles sont les compétences? Je dirais même pas se limiter au niveau du domaine informatique, mais je prends tous les domaines. Pour le management de projet, la réussite dépend de deux facteurs clés. Okay. Le premier facteur, d'abord, ce sont les compétences qui nous permettent de gérer, comprendre le processus, comprendre les différentes contraintes, pouvoir gérer c'est quoi un risque, c'est quoi la planification, c'est quoi, etc. Maintenant, à côté de ce facteur, il y a un deuxième facteur qui concerne les soft skills. Ça veut dire les compétences liées au développement personnel, la nature intrinsèque du chef de projet ou bien du manager de projet. Donc, il y a ces compétences-là que les gens, d'habitude, ne prennent pas trop attention à ce niveau-là. Ils se focalisent surtout sur les certifications que le chef de projet il peut être soit Prince2, il peut être soit il a du PMP ou bien du PSM avec Agile. Mais derrière, il y a cet aspect soft skills qui, pour moi, est le plus important. D'accord. Parce que manager un projet, ça veut dire accompagner une équipe. Une équipe avec différentes personnalités, différents caractères. Tu dois pouvoir être au-delà de cette personne-là. À savoir, donc, il y a l'empathie.
d'abord. Le savoir fédérer les gens. Être à peu près un leader? Un leader, Oui. Obligatoirement. Effectivement. Un chef de projet, un manager de projet, c'est un leader d'abord, qui doit pouvoir accompagner l'équipe, tirer l'équipe vers le haut. Vers le haut. D'accord. Exactement. D'accord. Donc moi, fais beaucoup attention aux soft skills. Pour moi, ce sont les compétences clés à 60% pour gérer efficacement un projet. D'accord, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, pour tous ceux qui aimeraient travailler dans le domaine du management des projets, principalement informatiques ou encore de n'importe quel projet, c'est pas juste avoir des certifications, mais il faut aussi avoir ces skills-là qu'on dit. Tout à fait. Ces aptitudes à pouvoir gérer une équipe en tenant compte de différentes personnalités et tout ça. Et c'est vraiment un univers très, très, très beau. Effectivement, je peux vous donner un exemple, une expérience que j'ai vécue dans une grande entreprise de la place. Donc, j'étais là-bas en tant que consultant. Je devais accompagner l'équipe sur un projet qu'ils devaient réaliser sur 10 ou 12 mois. Et je suis arrivé, j'ai trouvé une équipe avec des seniors développeurs et des juniors en même temps. Donc, il fallait pouvoir gérer ce contraste-là. De supériorité. De supériorité, il faut pouvoir gérer ça. Oui. Et pour ça, il faut que vous allez au-delà des compétences techniques, au-delà des compétences de management. Il faut savoir maintenant comprendre l'environnement social d'abord, accompagner les équipes, que ce soit les seniors, comment ils peuvent intégrer les juniors et les juniors, comment ils doivent se comporter, etc. Donc, à travers les différentes séances et les différentes réunions techniques de suivi de projet, etc. Donc, ça nous permettait de gérer tous ces conflits. D'accord. Que eux, ils ne peuvent ne pas sentir ces conflits, mais vous, en tant que leader, tu peux le détecter et derrière, tu essaies de faire le maximum possible pour que ça n'affecte pas négativement le travail. Surtout la collaboration, la cohésion. C'est important. D'accord, monsieur. C'est vraiment une très très bonne réponse par rapport à cela. Du début, quand une personne vit avec un projet informatique, il aimerait mettre en place, par exemple, quelles sont les différentes étapes que vous, en tant que manager des projets informatiques, vous mettez en place pour partir de, comme je disais, de la conception à la réalisation de ce projet-là? Quelles sont les différentes étapes qu'on utilise? Les différentes étapes, quel que soit le type de projet, ça passe par 4 étapes. D'accord. La première, c'est le cadrage. Cadrage. C'est durant le cadrage qu'on fait l'étude de faisabilité. On essaie de voir, est-ce que ce projet-là est rentable pour l'entreprise? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est pertinent? D'accord. Tout ça, il faut se poser toutes ces questions-là avant de se lancer dans le projet. Et donc, c'est durant cette étape-là qu'on donne le go. D'accord. Ou bien on donne le no-go. Donc, une fois le go donné, on passe à la deuxième étape qui est, pour moi, l'étape la plus déterminante. C'est la planification. C'est à ce niveau-là qu'on fait la planification, on identifie les différents besoins, on identifie les différents risques. Et par rapport à ces risques-là, on essaie de prévoir une matrice de mitigation. Ça veut dire quelles sont les solutions qu'on peut apporter une fois que ces risques-là surviennent. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, quel est le nombre de ressources qu'on a besoin qui peuvent travailler sur ce projet-là. Et au fur et à mesure, par rapport à ces ressources-là, quels sont les profits dont on a besoin. Et ça nous permet de déterminer le budget. Voilà. Donc, si on rate la planification, la réalisation, nous n'aurons pas atteint les résultats escomptés. Donc maintenant, ça nous permet d'aborder la troisième étape, qui est la réalisation. Là, c'est l'étape de, là, on fait. On met la main dans la pâte, on codage, tout ça, on fait, on teste. C'est une itération jusqu'à l'aboutissement du projet. Une fois terminé, on passe maintenant à l'étape de clôture, qui est très importante aussi. Donc, l'étape de clôture, c'est l'étape de livraison. Et à travers la livraison, il faut entendre le déploiement de la solution, en même temps aussi la montée en compétence ou bien la formation aux utilisateurs d'abord du produit, ou bien la formation aux administrateurs. Donc, il y a deux types de formateurs qu'il faut prendre en compte. Aussi, l'accompagnement au changement, qui est très important aussi. Accompagnement au changement. Ça veut dire, vous savez, tout projet informatique ou bien tout projet a un caractère incertain. Cette incertitude-là fait que
Quand vous le déployez, les utilisateurs finaux ou bien les bénéficiaires se retrouvent à un environnement ou bien à quelque chose de nouveau qu'ils ne comprennent pas encore, qu'ils ne maîtrisent pas encore. Et l'humain a de nature à rejeter dès les premières heures le changement. Il ne s'adapte pas de façon du tic au tac. Donc, ce qui fait que il faut impliquer ces bénéficiaires-là en amont du projet, depuis la phase de planification, pour qu'ils s'imprègnent dans le projet. Donc, on les prépare au changement, à ce changement-là. Maintenant, une fois terminé, une fois que le projet est livré, il faut les accompagner à ce changement-là, à s'approprier du produit. C'est pour ça qu'on appelle ça l'accompagnement au changement, par rapport à ce nouveau paradigme ou bien par rapport à ce nouveau produit qu'ils vont utiliser. D'accord. Voilà. C'est très intéressant en tout cas. Et dans l'équipe, comment vous arrivez à gérer les défis de coordination dans une équipe de développeurs, par exemple? Le premier défi, c'est d'abord la confiance. Ah, ça c'est sûr. La confiance. Ça, il faut savoir faire confiance à l'équipe. Savoir les motiver. Les motiver, ça fait pas un aspect pécunier, mais comme je l'ai dit tantôt, les responsabiliser. Effectivement. Les responsabiliser. Les mettre devant leurs responsabilités à ce qu'ils s'approprient d'abord eux-mêmes du projet, à ce qu'ils s'intéressent du projet, et qu'ils soient engagés à réaliser ce projet. Donc ça, c'est le défi majeur. Parce qu'il y a une période qui est Il y a une période qui est prédéfinie. Ça peut être parce que 10 mois, c'est pas évident. De mobiliser une personne à travailler sur un projet pendant 10 mois, c'est pas évident. Il peut arriver à un moment donné qu'il se lasse, qu'il a tendance à faire la même chose. Maintenant, si on le responsabilise, qu'on le met devant ses responsabilités, qu'il s'engage, qu'il s'approprie du produit, il va faire comme si c'était son produit, son bébé à lui. Naturellement, il fera mieux. C'est ça. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est la communication. Il faut toujours communiquer. D'accord. Toujours communiquer avec les parties prenantes, avec l'équipe de réalisation. C'est ça qui permet de nouer cette relation de confiance entre les différentes parties. Effectivement. Donc, ce sont deux facteurs importants qu'il faut tenir compte pour relever ces défis-là. Wow. Coordination, la confiance et la communication. Vraiment, tout gravite autour du social dans ce domaine-là. Mais ce sont des interactions entre des humains. Oui. Entre des humains, quoi qu'on puisse faire, ce sont des outils qu'on cherche à réaliser, ou bien ce sont des outils qu'on utilise pour réaliser ces produits-là. Mais tout, ce sont des humains qui le font. Oui. Non, mais ces humains, il faut pas maintenant se dire que voilà, on est carré, on doit faire ça. Parce que moi, comme vous savez, j'ai fait un domaine scientifique, mais il y a beaucoup d'étudiants qui choisissent le codage parce qu'ils veulent être de leur côté. Mais en vous entendant parler, je me rends compte que c'est pas parce qu'on fait du codage qu'on n'est pas autour, on est dans des équipes, il faut parler, il faut discuter. Et je pense que toutes ces personnes-là qui avaient cette conception-là sont très déçues aujourd'hui. Obligatoirement. Parce que c'est social, il faut que ça soit social. Oui. Parce que comment dirais-je encore, la connaissance ou bien les compétences ne sont pas, c'est universel. Ça appartient à tout le monde. C'est surtout un partage. Mais tu partages, tu t'enrichis. Oui, effectivement. Mais tu pars dans ton coin, tu codes, tu dis, moi là, ça va, mais tu ne te rends pas compte de tes erreurs. Si tu ne partages pas. Effectivement. Alors que si tu partages de temps en temps, au quotidien, ou bien de façon hebdomadaire, vous partagez ce que vous êtes en train de faire, ça vous permet de vous rendre compte, de détecter les erreurs le plus tôt possible et les remédier pour avancer. D'accord. Donc ça permet d'avoir un succès collectif. Effectivement. Et je pense que le succès collectif est mieux qu'un succès en mode solitaire. C'est pas possible. Un projet est toujours collectif. Oui. On le réalise de façon collective. D'accord. Bon, il y en a certains qui disent que moi, je me mets dans mon coin, je réalise mon projet, mais une fois que tu le sors, tu le présentes à une personne, automatiquement, il va détecter quelques contraintes. Oui. Effectivement, que tu aurais bien pu éviter en travaillant en équipe. C'est ça. Wow. C'est ça. En tout cas, c'est intéressant pour nous qui aimons le partage, la communication. C'est vraiment intéressant. C'est très important. C'est vrai que vous avez déjà vous avez déjà donné quelques éléments de réponse, mais je vais revenir sur cette question. Quels sont les facteurs clés du succès pour mener à bien un projet? Tantôt, je l'avais dit. Oui, effectivement. La coordination, la communication, la confiance, le respect. Ok. Le respect. Le respect aussi est très important lorsqu'on travaille en groupe.
Surtout quand on travaille en groupe. Parce que comme je l'ai dit tantôt, les équipes de projet sont hétérogènes et pluridisciplinaires. Chacun doit pouvoir respecter les compétences de l'autre, l'accepter, et ça va faciliter la coordination, la cohésion dans l'équipe. Et surtout se dire que la personne qui est en face de soi est égale à soi, en fait. Parce qu'il y a des gens, ils vont se dire, par exemple, moi je fais du code, l'autre fait peut-être juste marketing, peut-être moi je suis mieux qu'elle. Mais en fait, ces concepts-là, il faut aller au-delà. Il faut se dire que chacun a un rôle à jouer dans le projet. Effectivement. Maintenant, cette personne-là qui a une partition à jouer, supposons, je prends l'exemple, vous parlez de quelqu'un qui fait le codage. Donc, lui, c'est un développeur peut-être back-end. Il fait tout ce qui se fait en interaction avec les bases de données, avec les services à intégrer. Maintenant, il y a à côté celui qui s'occupe uniquement du front, donc la partie design. Donc, quel que soit le travail du bac, il se dit que moi, je suis le plus, par exemple, je fais les tâches les plus complexes, mais tout ce qu'il fait là, s'il le fait, si le designer fait son travail de façon légère, les gens ne verront pas son travail. Tout ce qu'on verra, c'est du visuel. Effectivement. Donc, c'est les interfaces qui sont le reflet le plus attractif. C'est ce qu'on voit. Maintenant, toi, les fonctionnalités derrière, les gens ne cherchent même pas à comprendre comment ils ont fait. C'est vrai. Le plus important, c'est le design. Ce qui fait que les deux, ils ont leur partition à jouer. Et chacun doit respecter son prochain vis-à-vis de ses compétences ou bien vis-à-vis de ses responsabilités. D'accord. Voilà. D'accord, monsieur. C'est vraiment intéressant. Il faut vraiment, le respect, franchement, c'est une notion à vraiment inculquer lorsqu'on travaille en équipe. C'est pas toujours évident. Tout à fait. Et comment vous abordez la gestion des risques? C'est pas toujours évident lorsqu'on nous donne un projet informatique, il faut le réaliser. Il faut toujours tenir en compte des risques. Mais comment vous tenez compte de ces risques-là? Comme je l'ai dit tantôt, un projet a un caractère incertain. C'est cette incertitude-là qui nous permet de déterminer les potentiels risques. Et ces risques-là, comment les gérer? Il faut d'abord intégrer toutes les parties prenantes. Parce que les risques ne peuvent pas être liés uniquement au projet ou bien au produit, mais ça peut être lié à l'environnement. On doit réaliser un projet qui est lié à l'environnement. Donc, par rapport à ce projet-là, si tu ne fais pas attention par rapport aux parties prenantes qui gravitent autour du domaine de l'environnement, tu risques de réaliser ton produit jusqu'à la fin. Maintenant, au moment du déploiement, que les gens le rejettent. Ça arrive souvent. C'est une étude de marché à faire. Bon, l'étude de marché, c'est par rapport à un produit qu'on souhaite mettre sur le marché. Maintenant, prenons l'exemple. Récemment, j'ai vu un projet concernant le paiement des taxes là avec les policiers. J'ai vu ça à la télé. Avec le Trésor public, ils ont développé une plateforme là qui permet, par exemple, si un policier ou un gendarme t'arrête sur la route là, que tu puisses à travers l'application effectuer le paiement. Donc ça, on l'a vu à la télé, mais les gens n'ont pas encore compris le projet. Donc pour moi, en amont, ils devaient faire une campagne de communication dans ce sens-là, préparer les Sénégalais à ce produit. Donc c'est ça, là, fait de prendre en compte l'environnement. L'environnement, ce sont les bénéficiaires. Donc, toi, tu peux ne pas les identifier. Donc, ce qui fait que il faut identifier l'ensemble des parties prenantes. Et par rapport à l'identification des parties prenantes, identifier quels sont les potentiels risques qui pourraient subvenir au niveau durant le projet. Maintenant, par rapport à ces risques-là, il faut les prioriser. Quels sont les risques majeurs? Quels sont les risques mineurs? Et par rapport, la prise en charge d'un risque mineur est différent de la prise en charge d'un risque majeur. Parce que l'impact, il faut calculer l'impact. Quel est le degré d'impact d'un risque majeur et le degré d'impact d'un risque mineur? Il faut mesurer ça. Et qui nous permet de prioriser la gestion de ces risques-là à travers ce qu'on appelle une matrice de mitigation des risques. Là, j'entre dans le cadre technique. C'est très technique. Tout à fait. Je ne sais pas si vous voulez rentrer vraiment en profondeur, mais je pense que là, là, on commence à aller dans du technique. Là, il y a beaucoup de personnes qui risquent d'être perdues. Effectivement. J'ai entendu parler en faisant certaines recherches sur la thématique de la méthodologie agile.
avant de répondre à la question, je pense que vous deviez d'abord définir ça, mais après, je voudrais connaître quels sont les avantages et les défis là, de l'utilisation de cette méthodologie-là dans la gestion des projets informatiques. D'accord, c'est vrai que depuis les années 2000, on a vu naître les méthodologies agiles, qui est notre approche de gestion de projet, qui prend en charge le changement, qui est très important. Et les avantages à cette méthodologie-là, le premier avantage, c'est d'abord l'intégration du client, du commanditaire, à l'intérieur de l'équipe de réalisation. Ok. Donc la personne qui vient déposer son projet, il fait partie intégrante de l'équipe de réalisation. D'accord. Donc les responsabilités sont partagées. Je vois. Donc l'équipe, le commanditaire et le réalisateur, ils ont des responsabilités communes par rapport à la réalisation de ce projet-là. Pour moi, ça c'est l'avantage majeur de la méthodologie agile. D'accord. Donc le client fait partie intégrante de l'équipe, il vit le projet au quotidien, il participe au projet au quotidien. D'accord. Donc, soit lui, il peut participer personnellement dans le projet, ou bien il délègue quelqu'un qui participe à ce projet-là pour défendre ses intérêts. D'accord. Donc, lui, il est le garant du produit et son rôle, c'est de pouvoir voir comment maximiser au jour le jour le produit. En quoi faisant? Par exemple, s'il y a des changements qui peuvent survenir durant le projet et qui peuvent donner de la valeur au projet, qu'on puisse le prendre en charge et l'intégrer dans le projet avant d'avancer. D'accord. Donc ça, c'est un avantage. Le deuxième avantage aussi, les méthodologies agiles nous permettent de travailler de façon itérative. Donc ce sont à des cycles courts. Donc au plus, on ne doit pas dépasser 4 semaines. D'accord. Donc, par exemple, si on prend un projet de 10 mois, dans le cadre d'un projet classique, ou bien d'un projet traditionnel, ou bien d'un projet en cycle V ou cascade, on peut l'appeler comme on veut, on attend les 10 mois pour livrer le produit. Alors que dans le cadre de la gestion de projet agile, ça nous permet de livrer potentiellement chaque mois. Ok. Donc, chaque mois, c'est une opportunité pour livrer une partie du produit. Et de façon incrémentale jusqu'à atteindre l'objectif final. Ok, je vois. C'est ça. Donc, c'est une succession d'étapes. Segmentées. Mais de façon incrémentale. Okay. On incrémente, on ajoute une couche jusqu'à atteindre le produit final. Okay. Donc ça, c'est vraiment les avantages de la gestion de projet agile. Ça a l'air plus organisé. Tout à fait. Ça a l'air vraiment, tout à fait. Ça a l'air tout vraiment à fait. bien. Tout à fait. Ok. Comment mesurez-vous le succès d'un projet? Le succès d'un projet dépend du triptyque du triangle d'or, comme on l'appelle, en gestion de projet. Ça veut dire le respect des délais, respect des coûts et respect de la qualité. D'accord. C'est ce qu'on appelle la qualité technique, qualité financière ou bien économique et qualité temporelle. D'accord. Donc, ce sont les 3 qualités à viser pour définir le succès d'un projet. Donc, lorsque les 3 sont franchis, le projet est réussi. Et s'il y a un qui manque? Ça peut affecter l'autre. Ok, naturellement. Voilà, par exemple, si on ne parvient pas à réaliser le projet dans les délais impartis, ça peut affecter sur les finances. C'est vrai. Le coût augmente si le temps est... Donc, ça dépasse les coûts prévisionnels. Donc là, peut-être si même on atteint même la qualité technique, mais s'il y a un coût à payer. C'est vrai. Voilà. Ok. On a assez parlé du management, mais moi je me pose une question, mais pourquoi, quel a été le parcours, quel a été votre parcours pour finalement arriver au management des projets informatiques? Ça, c'est une question qui me replonge des années derrière. Oui, on veut tout savoir. Nous, on veut tout savoir. Comment vous avez fait pour arriver aujourd'hui? D'accord. Bon, je dirais, moi, j'ai un parcours assez atypique. Dans ma carrière, j'ai eu à occuper tous les postes possibles en informatique. Jusqu'à devenir, me concentrer maintenant sur la formation. D'accord. Donc, j'ai intégré une structure de la place, si je peux citer le nom, si vous voulez. Oui.
C'est le groupe Chaka, donc qui à l'époque qui était le leader dans le cadre informatique en Afrique subsaharienne. Le groupe Chaka était composé de plusieurs filiales. On avait une filiale qui gère tout ce qui est relations clients à travers des centres d'appel, Call Me, qui existe toujours déjà, qui existe toujours, hein, ils sont là sur la VDN. Il y a aussi une filiale qui se concentre sur la réalisation des solutions avec le Chaka Computer. Et une autre filiale qui était dans le domaine des finances, le transfert d'argent Money Express. Donc moi j'ai intégré Chaka en tant que technicien informatique. Donc j'étais dans la maintenance. Au fur et à mesure, j'ai occupé les postes comme administrateur de système, administrateur de base de données. Pendant un certain temps et devenir responsable informatique au niveau de la filiale Call Me. Après 5 ans passés à ce niveau-là, j'ai intégré la filiale Chaka Computer pour devenir ingénieur intégrateur de solutions. En même temps, aussi accompagner l'équipe de projet. Ce qui fait que au bout de 2 ans, je suis devenu chef de projet. En même temps, intégrateur de solutions. J'ai fait là-bas 4 ans. Après, je suis allé à une autre structure, le groupe Idéal, en tant que responsable maintenant des équipes. Donc, j'avais 2 équipes, l'équipe système, équipe administration de base de données. Donc, j'étais le responsable de ces équipes-là. Donc, je pilotais des services, en fait. Donc, j'ai fait là-bas 4 ans. Après, je me suis lancé dans le freelance en tant que consultant. Mais avant de me lancer, j'ai occupé le poste de directeur des systèmes d'information là-bas. Avant de quitter, j'ai fait... notre invité, il a beaucoup fait. Il a beaucoup d'expérience, en tout cas. Après, je me suis lancé dans le freelance. J'ai fait quelques prestations par-ci, par-là. Et c'était l'occasion de faire une prestation au sein de Gaindé 2000. Je ne sais pas si vous connaissez, ils sont sur au point E. Et ils sont spécialistes dans la dématérialisation des services publics. Comme le fait de pouvoir créer une entreprise en ligne avec Apix, ils ont développé ce produit-là. Donc il y a un autre produit qui s'appelle Orbus. C'est le produit, c'est une plateforme qui permet de préparer le pré-dédouanement. Par exemple, si on veut importer des marchandises, exporter des marchandises, donc toute la procédure là, ça passe à travers leur plateforme, la plateforme Orbus. Donc j'étais là-bas en tant que consultant chef de projet pendant un certain temps, presque 2 ans. Après, il y avait un projet intéressant dans le domaine de la formation, à savoir les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, donc auquel j'ai participé à la conception. Et au moment de lancer le projet, je l'ai intégré. Et c'est comme ça que j'ai épousé le métier de formateur. Enseignant. Vraiment un parcours qui a commencé petit à petit, mais vraiment je pense que vous êtes fait pour ça. Parce qu'à vous entendre parler, vous êtes passionné de la chose. Tout à fait. Et c'est beau parce que en même temps, votre métier réunit la science, l'informatique, mais aussi tout ce qui est social, tout ce qui est communication. Et quand on va à l'école, on dissocie ces 2 choses-là. Et moi, ça a été mon problème quand j'ai fait la science au lycée. On me disait la science, ça ne correspond pas à ta personnalité parce que moi je suis très sociable. Tout à fait. Mais après arriver aujourd'hui, je me rends compte que c'est possible de réunir les 2 choses. Les 2 vont de pair. Ils vont de pair. On peut pas travailler sans communiquer. C'est pas possible. C'est pas possible. Et votre métier est tellement beau. Je l'aime beaucoup. C'est pourquoi je pense que cette thématique-là est très belle pour toutes les personnes qui s'intéressent à ça. Merci. Je pense qu'on va à la fin de l'émission. Déjà. C'est vite passé. Juste vous demander quel est le conseil que vous donneriez parce qu'à vous entendre parler, moi j'aimerais bien faire ça. Je vais pas mentir, j'aimerais bien parce que je trouve que c'est un beau métier et qui réunit en fait les 2 choses que j'aime le plus, je pense, la technologie et la communication. Quel conseil donneriez-vous à une personne lambda comme moi ou bien à tous les étudiants qu'on connaît qui veulent se lancer dans du management et qui ont peut-être cette peur là comme moi de laisser l'informatique, bien d'allier informatique, communication, et ils se demandent comment faire. Quel est le conseil que vous leur donneriez? Bon, je vais pas être prétentieux, mais peut-être donner quelques suggestions. En fait, c'est de ne pas être pressé. Tout va avec le temps. Et c'est l'expérience qui détermine le profit de la personne. Avec l'expérience, ta carrière t'oriente vers ton métier.
Des fois, on peut choisir de faire ça et on se donne les moyens, on s'investit pour atteindre cet objectif-là. Il y en a certains qui le réussissent. Mais la plupart du temps, c'est la carrière qui détermine le profit ou bien la carrière, la situation de la personne. D'accord. C'est pourquoi je dis aux jeunes souvent de ne pas être pressé, de faire le temps avec le temps. Oui, prendre son temps, aller doucement. Doucement. Apprendre beaucoup, acquérir beaucoup d'expérience, surtout dans le cadre de la collaboration. Effectivement. Manager un projet passe toujours par la collaboration. Et qui dit collaboration dit respect. Oui. Qui dit respect dit communication. Pas évident. Ça nous permet d'avoir une cohésion d'équipe. Tu es censé manager une équipe. C'est pas vite. Vous allez rencontrer des personnes qui sont plus âgées que vous. Vous allez rencontrer des personnes qui ont plus d'expérience que vous. Mais vous, en tant que manager de projet, vous devez pouvoir fédérer toutes ces compétences-là, toutes ces personnalités-là. Et si vous n'avez pas de l'expérience de la vie, pour savoir côtoyer les gens, savoir apprendre comment les gens travaillent en équipe, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. D'accord. Donc, ce qui fait que il faut apprendre toujours, surtout s'approprier et acquérir le maximum d'expérience. Surtout dans le cadre de la collaboration. Parce que c'est pas évident, hein. Même nous, étudiants à l'école, juste un projet de groupe de 5 personnes, mais ça va dans tous les sens. C'est compliqué. C'est pas évident. Mais s'il faut gérer une plus grande équipe, c'est ça. Compliqué. Raison pour laquelle à chaque fois que je donne mes cours, j'incite à ce que les gens travaillent en équipe. Effectivement. Je donne un thème, chaque groupe prend un thème, essaie de travailler en équipe. Et ça, je les prépare à travailler de façon collaborative. Oui. Et ce sont les clés de succès pour un projet. Voilà. Un très beau mot. Merci. Un très bon conseil. Merci, monsieur Limamou. Et est-ce que vous avez un mot de fin pour cette belle émission qu'on vient d'avoir? Un petit mot de fin d'encouragement pour la chaîne, pour la présentatrice. En tout cas, je suis très ravi de participer à cette émission-là, surtout avec vous, Deloria. Merci. Donc, ça fait vraiment plaisir de vous voir dans ce cadre-là que je connaissais pas auparavant. Et il faut aussi préciser, parce que beaucoup ne le savent pas, mais monsieur Limamou est mon professeur à l'université. Il me tient en classe. Voilà. Donc, c'est vraiment un plaisir de le recevoir. Voilà. Et c'est toujours partagé de côtoyer, que ce soit en classe, que ce soit ici. Ça ne me surprend pas par rapport à ta joie de vivre. Ça, c'est très important. Ça, je l'ai détecté depuis la classe. Et aussi, ce projet-là, ce magnifique projet, à savoir la télé-école, que j'apprécie vraiment, que je découvre aussi. C'est un excellent projet et je salue l'initiative du fondateur et l'ensemble de son staff. Remercie encore les techniciens de la qualité et ce beau plateau. Merci beaucoup. Et ce matériel sophistiqué que je vois ici. Vraiment, c'est un projet que je découvre et que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et félicitations et je vous encourage davantage. Merci beaucoup, monsieur Limamou. Donc, je rappelle que nous recevions monsieur Limamou Liba Sila. C'est un enseignant formateur et aujourd'hui on parlait du management des projets informatiques. Les amis, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Ça me fait mal de vous laisser, mais il faut bien une fin. S'il y a un début, il faut bien une fin. Donc c'était un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. On se retrouve pour une autre émission, une autre thématique, un autre invité. Sur ce, restez avec nous et c'est sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Merci.